La Papouasie-Nouvelle-Guinée est située dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, au nord de l'Australie et à l'ouest des îles Salomon. Elle occupe la moitié orientale de l'île de la Nouvelle-Guinée et fait partie de l'Océanie. L'autre moitié, l'Irian Jaya, appartient à l'Indonésie. Au bord de la mer de Corail, Port Moresby est la capitale depuis l'indépendance du pays en 1975. Le quartier des affaires montre une ville en plein essor, dopée par les investissements miniers tels que l'or, le pétrole, le gaz, le nickel ou le cobalt. À côté, le village de Koki est bâti sur pilotis. De nombreuses ethnies s'y côtoient. Son marché mérite le détour. À l'étalage, de jolis poissons colorés, mais aussi de la tortue. Port Moresby n'est pas une ville touristique. Cependant, la collection de son musée national est digne de celle que l'on trouve au musée du Quai Branly de Paris. Ce qui est frappant, ce sont les visages des Papous, qui traduisent leur empressement à rencontrer les étrangers et qui s'éclairent de larges sourires. Nous sommes en Mélanésie, les îles Noires, cette partie de l'Océanie qui comprend la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie, Fidji et Vanuatu. Les Mélanésiens se distinguent par la couleur de leur peau, plus noire que celle de leurs cousins de Polynésie ou de Micronésie. Un vol intérieur d'Air Niugini nous conduit jusqu'à Wevak, au nord-est du pays, dans la province de l'East Sepik. Les Papous nous observent curieusement à notre arrivée à l'aéroport. Puis, surprise, signe de bienvenue. À de nombreuses occasions, nous assisterons à ces danses au cours desquelles les Papous arborent leurs plus belles parures. Wevak est situé au bord du Pacifique sur la mer de Bismarck. Dans l'unique rue du centre-ville, nous faisons les emplettes. Assiettes, lait, riz, nouilles, café, thé, eau et tout ce qu'il faut pour nourrir le petit groupe pendant les 7 jours de notre trek sur le Sepik. Nous en profitons aussi pour aller au post-office. Puis c'est le départ vers le fleuve. En route, nous nous arrêtons sur un petit marché. Achat de bananes, sourires et rafraîchissement au lait de coco. Enfin, nous gagnons Pagouy, où nous attendent les pirogues traditionnelles. Ce sont de grands troncs d'arbres évidés et équipés d'un moteur dans lequel on s'assoit à même le sol. Long de 1100 km et pouvant atteindre 70 km dans sa partie la plus large, le Sepik se développe sur une vaste plaine avec des étendues marécageuses. Pendant 7 jours, nous allons naviguer sur la partie orientale du Sepik, de Pagouy à Angoram, en visitant les villages réputés pour leurs sculptures et leurs peintures, leurs maisons des esprits et les hommes crocodiles, les hommes scarifiés. Arrivé à Palembe, première nuit dans une maison papou. Un sculpteur travaille à côté de la guest house et un peu plus loin, la maîtresse nous fait visiter l'école, sur pilotis,
Comme toutes les maisons, car ici, à la saison des pluies, le Sepik déborde largement sur les rives. Le Sepik est le royaume du crocodile qui tient une place importante dans l'imaginaire collectif dans la région. Nous n'en verrons pas dans le fleuve, mais seulement capturés en cage à Mindibit. Et au dîner, nous aurons le plaisir de goûter du ragoût de croco. De belles sculptures nous sont présentées. Le fleuve doit une grande partie de son succès à l'exceptionnelle créativité des ethnies qui le peuplent. Et des collections importantes se trouvent aujourd'hui dans les musées européens. François Dessine crée l'attroupement. Il fait souvent marquer le nom du village sur son dessin par un enfant qui en est tout fier. Tous nos déplacements se font en pirogue, accompagnés des guides locaux et de Philippe Gigliotti, qui nous explique le phénomène de cette pluie de papillons. Et en fait, les papous, là, quand une fois qu'ils sont tous écrasés comme ça, sur l'eau, et qu'ils descendent, quand ils les voient arriver, ils vont tous à l'eau avec leurs pirogues et des filets. Ils ramassent ça, ils remplissent les pirogues le plus vite qu'ils peuvent, parce qu'évidemment ça coule. Ils reviennent à terre, ils déchargent, ils reviennent, ils remplissent la pirogue, et ensuite ils les mettent soit dans du sabot. En direction des Blackwaters, nous croisons des pirogues, des enfants qui jouent et de nombreux oiseaux. Nous remarquons aussi une maison des esprits, caractéristique de cette région de la Papouasie. Ce sont des maisons cérémonielles associées aux esprits, c'est-à-dire aux ancêtres, où sont conservés les objets sacrés des clans auxquels elles appartiennent. Elles sont réservées aux hommes initiés qui s'y réunissent pour prendre les décisions importantes de la vie communautaire. À Kiningara, dans la région des Blackwaters, les eaux noires, nous sommes accueillis avec des danses à la Maison des Esprits. Quelques adolescents sont installés ici pour plusieurs mois. Ils sont en cours d'initiation pour marquer leur passage à l'état adulte. À l'occasion de ces rites, un enseignement et des pratiques magiques accompagnent les scarifications, dont le but est de donner l'aspect de peau de crocodile. Les hommes crocodiles ont ensuite le droit de pénétrer dans les maisons des esprits. Kanganamum, voici notre guest house, et les toilettes, toujours impeccables. Le village est situé dans un beau décor de grands cocotiers et autres arbres tropicaux. Les maisons sont généralement grandes, toutes sur pilotis et avec de nombreuses ouvertures pour plus de fraîcheur. Les toits sont en feuilles de sagoutier, une espèce de palmier. Nous rejoignons la maison des esprits de Kanganamum, spectaculaire, très haute avec des poteaux sculptés. C'est la plus grande maison des esprits du fleuve. Les plantes et tous les arbres aux abords de cette maison sont sacrés. La danse du bienvenu est remarquable par sa simplicité.
Et maintenant, en route pour Palembe et son festival. Tout au long du parcours, nous rencontrons des hommes, des femmes et des enfants papous. Les visages s'éclairent de généreux sourires. Et voici Palembe. La fête se déroule sur une grande pelouse où deux magnifiques maisons des esprits se font face. Une petite tribune pour les notables est installée. Beaucoup de papous ont fait le déplacement pour participer au festival. Les policiers sont là pour tout débordement. La foule arrive et les groupes de danseurs-chanteurs venus des villages des alentours se présentent un à un devant la tribune, puis vont ensuite se placer sur la pelouse et poursuivre leur danse. Autrefois, danser parure accompagnait des rites complexes et célébrait des événements particuliers tels que les échanges traditionnels, les sacrifices de porc aux esprits, les rites initiatiques, les mariages, les décès. Aujourd'hui, la plupart des danses sont une séquence tronquée de ces cérémonies bien plus longues. Mais tel quel, le spectacle est époustouflant. Les papous savent aussi intégrer la modernité à leur musique.
Au petit matin, sur les bords du Sepik, la fraîcheur est agréable. La nature et le village s'éveillent. Bientôt, notre équipe se met en marche pour charger nos bagages dans les pirogues. Look, kamu yang warna. Lo sim lo, kutim lo bot. Puis le petit groupe embarque pour la visite des lacs Chambry. Pour y arriver, nous empruntons un petit affluent du Sepik, le Karawari. Moins large que le Sepik, il offre un paysage d'une grande douceur. Nous pouvons alors observer de nombreux oiseaux, échassiers et rapaces principalement. La Papouasie est exceptionnelle par sa faune et sa flore riches d'espèces endémiques. Et le Sepik est d'une immense richesse biologique grâce à l'absence d'industrie en amont et à la disparité de son habitat. Le Sepik est très poissonneux. La pêche est une des sources importantes de nourriture, mais aussi de revenus, pour les peuples qui vivent au bord du fleuve. Les pirogues des pêcheurs sont très allongées et souvent terminées par une tête de crocodile sculptée, emblème du Sepik. Le poisson est disposé à sécher sur les bords de la pirogue. En plein midi, il fait très chaud, une femme nous montre son bébé bien mouillé, nu à même le fond de la pirogue et à l'ombre de grandes feuilles de bananier. Au village de Wamboum, nous visitons une très belle maison des esprits. Les habitants parlent une langue qui leur est propre et leur artisanat est sensiblement différent. Aïbom est un village de potiers. Le commerce de ces poteries que l'on trouve partout dans la région du Sepik assure la subsistance du village. Ici, les gens ne sont jamais en guerre, car tout le monde a besoin d'eux pour s'approvisionner en poterie. L'argile se trouve dans un endroit proche du village. Nous assistons à la fabrication d'un foyer. Le foyer est décoré de visages modelés représentant des ancêtres mythiques
Puis les poteries sont mises au soleil pour être séchées, puis lissées avec une coque de fruits. Là, elle polit en fait. C'est un galet? C'est une noix de coco. Ah, c'est une noix de coco. C'est la noix de coco, c'est juste pour casser toutes les arêtes et être sûr que c'est bien, c'est pour poncer quoi. Oui, oui, oui. Vient ensuite la cuisson qui est assez rapide, environ 20 minutes. À la sortie du feu, les poteries sont aspergées d'un liquide à base de sago. C'est ce qui rend la poterie vernie et résistante à l'eau. Et elle va le passer avec les feuilles et vous allez voir ça va vernir la plaque, ça la rend étanche. Par contre, elle en met beaucoup. Non. Cette fois-ci, la potière n'est pas trop satisfaite, car sa poterie a été un peu trop cuite. Démonstration. Le foyer est utilisé pour cuire une galette de sagou. Pas de matière grasse, le sagou est la base de l'alimentation et apporte les protéines nécessaires. Cette farine est obtenue à partir du sagoutier, une espèce de palmier de marécage très présente dans la région du Sepik. Donc ça c'est la version de base du sagou quoi, que les gens mangent ici. Ils mangent toujours ces galettes avec le poisson séché. C'est le repas du matin, du midi, du soir et du café. Donc il n'y a pas de sel, il n'y a rien. Aucune épice non plus, on n'a pas vu. Non, Donc, non. comme ça, d'accord. Donc c'est le goût du sagou. Vous allez goûter le vrai goût du sagou. La séance de dessin de François est suivie avec attention. À Tambanoum, la guest house se compose d'une très grande pièce où nous installons matelas et moustiquaires. Chacun trouve son coin. Au milieu de la pièce, un petit autel avec un crucifix, les missionnaires sont passés par là. Un des coins de la pièce est réservé à notre intendance, c'est la cuisine. Une cabine de douche est aménagée, c'est le grand luxe. Une bonne douche, avec des seaux d'eau du Sepik, bien sûr. Et comme partout, le WC est original. Celui-là se mérite. Une poutre de bois glissante pour y accéder et pour la suite, il faudra monter dessus et bien viser s'il vous plaît. Les enfants du village nous escortent et adorent se faire prendre en photo et regarder la photo sur l'écran de l'appareil.
Pour le départ, tout le village nous salue. À Krinjambing, des danseurs magnifiquement parés de feuillage nous accueillent. Avant de participer au sing-sing du village, Philippe nous explique la fabrication du sagou. Amener leur tronc de sagoutier, ils l'écorcent et elle réduit l'intérieur, le cœur du bois en pulpe, qui sera ensuite lavé pour donner l'amidon ou la farine de sagou. Donc voilà, la technique, elle n'est pas trop compliquée que ça. C'est la pulpe du sagoutier qui lave. La pulpe du sagoutier, il la passe à l'eau tombe dans la pirogue et la farine de sagou se dépose au fond. C'est tout simple. Ensuite, ils la feront sécher, ils la compactent et puis c'est ce qu'on a mangé. Angoram, dernière étape de notre parcours sur le Sepik. L'accueil est simple mais toujours chaleureux. Ici, pas de maison des esprits. Sur le chemin, les œuvres des artistes sont exposées. Les enfants sont fiers de nous montrer cacatoès et crocodiles que nous nous empressons de photographier. Nous quittons le village à la nuit tombée, en profitant du coucher du soleil. Après une très courte nuit à Angoram, à 1h du matin, nous reprenons le bateau en direction de la côte pacifique. Le départ dans la nuit est un peu mystérieux. Le trajet sera très long, mais nous ne le regretterons pas. Emmitouflés dans tous nos vêtements, nous tentons d'abord de dormir un peu. Puis un lever de soleil extraordinaire explose devant nous. D'abord, ce sont les roses, pourpres, bleues qui dominent, puis le jaune qui s'étale. Après avoir navigué un long moment sur le Sepik, nous prenons un chenal assez étroit qui va progressivement nous conduire jusqu'au Pacifique, à la mer de Bismarck. Sans nul doute, c'est un raccourci.
La végétation varie de grandes herbes, puis des forêts de palmiers, dont le fameux sagoutier, indispensable à la nourriture papoue. Et en se rapprochant de la mer, la mangrove avec les palétuviers. Nous voilà arrivés où se jette le Sepik, sur la mer de Bismarck, devant le volcan Manam et son grand panache de fumée. C'est la fin de notre équipée sur ce fleuve mythique. Extraordinaire, magnifique, exceptionnel. Les mots sont faibles pour décrire la richesse de cette région de la Papouasie. À présent, c'est une bonne douche qui nous attend et un peu de repos avant la poursuite de notre périple en Papouasie-Nouvelle-Guinée. All run warana pare dong wara sipi